Le président Ouattara a échangé avec les ministres des Transports du Niger et du Burkina Faso sur la table à la prochaine élection du directeur général de l'ASECNA. Les résultats définitifs du référendum ont été donnés par le Conseil constitutionnel. Le oui l'emporte donc à 93%. Les électeurs américains ont déjà commencé à voter pour le scrutin du 8 novembre. C'est ce qu'on appelle le early voting. Le vote anticipé est autorisé dans 37 États, parmi eux la Caroline du Nord. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État et les ministres des Transports du Niger et du Burkina Faso ont parlé de la prochaine élection du directeur général de l'ASECNA. Souleymane Soulama du Burkina Faso est venu soutenir son homologue Omar Hamidou Tchiana du Niger pour la candidature du pays de Mahamadou Issoufou à la direction générale de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le reportage de Awa Touri. Le ministre d'État, ministre des Transports du Niger, Omar Hamidou Tchiana, est venu remettre au président de la République Alassane Ouattara un message du président nigérien Issoufou Mahamadou. Message dont le contenu se rapporte à la prochaine élection du directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, l'ASECNA. La Côte d'Ivoire et le Niger sont membres de plusieurs institutions communes. À l'espèce, il s'agissait de venir présenter le candidat du Niger à la direction générale de l'ASECNA. Je profite pour remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui a pris sur son temps pour nous recevoir ce vendredi matin. Je suis accompagné de mon collègue du Burkina Faso qui est également venu nous supporter dans le cadre de cette démarche. Le candidat du Niger à la direction de l'ASECNA est Mohamed Moussa, ancien ministre de la Sécurité et des Transports. Créé le 12 décembre 1959 à Saint-Louis, au Sénégal, l'ASECNA regroupe 18 pays, dont la France. C'est fait. Les résultats définitifs du référendum du dimanche dernier ont été proclamés par le Conseil constitutionnel et c'est le oui qui l'emporte avec 93% sans surprise, 42,42% de taux de participation, une confirmation des résultats de la CEI. Alexis Zaouidraogo. Conseil constitutionnel a tranché, le oui l'emporte. Considérant à présent sur le résultat définitif de la consultation référendaire que l'examen des procès-verbaux n'a pas révélé des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin, à en affecter le résultat d'ensemble et à empêcher ainsi le juge électoral d'apprécier l'exact reflet de la volonté exprimée par la majorité du corps électoral, qu'il convient en conséquence de proclamer, ainsi qu'il suit, le résultat définitif du référendum du 30 octobre 2016. Inscrits 6 313 758, votants 2 678 601, suffrages exprimés 2 655 001, taux de participation 42,42%, vote en faveur du oui 2 480 287 voix, soit 93,42% des votants. Vote en faveur du non, 174 714 voix, soit 6,58% des votants. Considérant qu'au terme de l'article 6 de la loi organique numéro 2016-551 du 26 juillet 2016 portant organisation du référendum pour l'adoption de la Constitution, l'adoption du projet de Constitution est acquise à la majorité des suffrages exprimés. Au rang des présents de cette audience publique, des représentants de l'opposition, ils avaient introduit des requêtes qui ont été rejetées par le Conseil. Considérant cependant qu'aucun texte de loi dans le droit positif ivoirien actuel n'indique une procédure obligatoire à suivre pour l'adoption d'une nouvelle constitution, que c'est certainement la raison pour laquelle les requérants n'ont pas indiqué, eux non plus, la procédure qui devait être suivie et qui ne l'a pas été, que dès lors,
il ne peut être reproché au gouvernement d'avoir saisi l'Assemblée nationale, alors surtout qu'il s'agissait d'une consultation des représentants élus du peuple. Il s'ensuit que ce premier grief ne prospère pas. Dernière étape avant la promulgation de la nouvelle Constitution, cette décision du Conseil constitutionnel ouvre définitivement les portes de la Troisième République. Les élections législatives, elles auront lieu le 18 décembre prochain. Plus de 6 millions d'électeurs seront donc à nouveau appelés aux urnes et les candidats aux législatives pourront déposer leur dossier à la CEI à partir du 7 novembre. Ils ont 10 jours pour le faire. Michel Dicré nous dit comment la CEI se prépare pour cette étape. Des boxes de réception presque achevées, des bâches en cours d'installation. La commission électorale indépendante réaménage son dispositif d'accueil pour les candidats aux législatives du 18 décembre prochain. Là où nous sommes, tout l'espace sera occupé par des bâches et les candidats, nous les imaginons très nombreux, donc avec leurs suppléants, ils seront sous les bâches et ils iront chacun déposer leur dossier dans les boxes. Donc derrière vous, vous voyez qu'il y a 14 boxes que nous sommes en train d'aménager pour recevoir les candidats. Pour que leur candidature soit validée, les postulants devront franchir une autre étape, celle des conditions d'éligibilité. Il faut être âgé de 25 ans au moins, être de nationalité ivoirienne de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans, être inscrit sur la liste électorale. La déclaration de candidature est à télécharger sur le site internet de la CEI en 2 exemplaires. Elle doit être accompagnée d'autres pièces. Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité ivoirienne, une déclaration sur l'honneur de non-rénonciation à la nationalité ivoirienne, un casier judiciaire, un certificat de résidence, une attestation de régularité fiscale, un reçu de cautionnement de 100 000 francs CFA du Trésor, une déclaration sur l'honneur du candidat à l'acceptation de la candidature de son suppléant, sur feuille libre légalisée, une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature, le cas échéant, un spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisie, en version numérique sur support électronique. 2 photographies noires et blancs de chaque candidat, dont l'une au format 3,5 cm x 4,5 cm et l'autre au format 13 cm x 18 cm. Une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions ci-après. Les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, les magistrats, les agents comptables centraux et départementaux, les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires, les militaires et assimilés. Les candidats à la suppléance doivent satisfaire aux mêmes conditions, à l'exception du reçu de cautionnement de 100 000 francs du Trésor. Les dossiers sont à déposer au siège de la CEI du lundi 7 novembre au 17 novembre 2016 inclus. De nouveaux imprimés d'attestation d'identité et de titres provisoires de séjour sont mis en circulation par l'Office national d'identification. Le but, mettre fin à la fraude documentaire. Et puis le comité de pilotage du projet de construction de l'autoroute devant Rulia, Abidjan à Lagos a décidé de la création d'une unité de gestion de ce projet. Cette unité va disposer de points focaux pour résoudre les problèmes dans chaque État membre. Une unité qui sera basée justement à la représentation permanente locale de la CEDEAO, ici même à Abidjan. Le reportage de Abou Sanogo. Le projet d'autoroute Abidjan-Lagos relancé. Les ministres en charge des infrastructures des 5 États concernés par le projet se sont retrouvés à Abidjan pour donner une impulsion au processus d'intégration sous-régionale et de coopération au sein de la CEDEAO à travers la réalisation de cette autoroute. La rencontre des experts a été présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les objectifs de la présente rencontre souhaités par les chefs d'État des pays concernés par ce projet sont d'affiner le dispositif de prise de décision et de gestion opérationnelle de celui-ci,
Il s'agit également d'actualiser le planning des actions à court et moyen terme pour le remettre dans un agenda compatible avec les ambitions exprimées par les chefs d'État. À l'issue des travaux, le comité de pilotage a formulé des recommandations notamment. On a retenu que non seulement le président, qui est le pays Nigeria, et qu'on nomme un vice-président. Le vice-président, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, ça va redynamiser le comité de pilotage pour aller plus vite. Deuxième point, on a dit on va mettre un comité qui va travailler au quotidien. Et ensuite, ce sera composé des points focaux de chaque pays qui connaissent très bien les routes, qui ont des notions environnementales, des notions en ce qui concerne juridique, des notions en ce qui concerne le tracé et comment nous allons lutter également contre les tracasseries routières. Ce qui a prévalu et qui a facilité les échanges, c'est l'intérêt de tous pour un projet qui est d'une importance capitale pour nos économies. La deuxième chose, c'est de faire passer en avant l'intérêt principal qui est celui du projet, plutôt que d'autres facteurs. Le comité de pilotage se réunira les derniers jeudis et vendredis de chaque trimestre pour assurer le suivi et évaluation des progrès réalisés relativement à la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos. Et la réglementation de la circulation des véhicules dans la sous-région était au cœur d'une rencontre entre les transporteurs. La rencontre s'est tenue à Daloa, dans l'ouest du pays. Thérèse Tapeyouboué nous dit comment les textes en vigueur ont été appréhendés par les transporteurs. Expliquer aux transporteurs ivoiriens le texte de loi de 82 réglementant le transport dans la sous-région, c'est l'objectif de cette rencontre à Daloa. Cette réflexion a été initiée par le Haut Conseil du transport. Nous avons lancé un appel aux transporteurs. Dès qu'ils vont rentrer dans leur localité, il s'agit de prendre attache avec l'autorité administrative pour organiser des séminaires d'explication de ces textes. Si les textes sont bien compris, il est évident que l'application ne posera aucun problème sur les routes. Selon ce test, un véhicule venant du Burkina Faso ou du Mali pour la Côte d'Ivoire a des itinéraires bien précis. Ce véhicule n'a donc pas le droit de circuler en dehors de l'itinéraire préétabli. Or, tel n'est pas le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous voulons que, de toute façon, on respecte le transport chez eux là-bas, ils n'ont qu'à nous respecter comme ça ici en Côte d'Ivoire, pour permettre à nos transporteurs d'évoluer. Les transporteurs souhaitent que des campagnes de sensibilisation soient menées pour l'application effective des tests réglementant le transport afin de permettre aux transporteurs nationaux de vivre aisément de leur métier en évitant des concurrences déloyales. Sachez que le syndicat national de l'enseignement primaire public et le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ont échangé sur les revendications des syndicalistes. Les deux parties ont donné leur point de vue sur la question. Amaniamian nous dit sur quoi portent les revendications du SNEPSI. 9 points à l'ordre du jour de cette rencontre entre le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et les responsables du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SNEPSI. Les responsables du SNEPSI sont venus exposer leurs différentes revendications au ministre Pascal Abinan afin qu'elles soient traitées avec une attention particulière. Entre autres, l'adoption du nouveau statut général de la fonction publique, le paiement du stock des arriérés, le problème des instituteurs adjoints et la finalisation du profil de carrière. Sur un ton courtois et franc, le ministre de la fonction publique a répondu à toutes les préoccupations. De quoi rassurer les responsables du SNEPSI qui se disent satisfaits de la rencontre. Nous pensons que c'est un cas de discussion qui est ouvert. Nous allons pouvoir continuer cette discussion, attendre que les préoccupations qui sont posées soient vraiment résolues dans le temps qu'il faut. Le ministre Pascal Abinan salue la démarche du SNEPSI. Pour lui, toutes les revendications doivent se régler dans la concertation. Nous avons été heureux d'accueillir le SNEPSI parce que c'est un des syndicats qui utilise la voie que nous souhaitons, c'est-à-dire la concertation et la négociation. Les instituteurs adjoints, c'est une instruction que M. le Premier ministre a donnée. C'était un corps qui devrait disparaître, mais compte tenu du besoin que nous connaissons dans l'enseignement primaire, donc ce corps ne va plus disparaître. Il va y avoir même des recrutements les années à venir pour pallier l'insuffisance d'enseignants.
Le SNEPSI souhaite aussi que la sécurité soit renforcée dans les établissements primaires. Selon lui, certains enseignants favorables au cours du mercredi sont très souvent victimes d'agressions. Sur cette question, le ministre rassure, toute personne qui se rendra coupable d'un acte de vandalisme sera traduite devant les juridictions. 4 projets de loi ont été adoptés par la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi sur l'accord de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle, le projet de loi sur la charte de l'Organisation de coopération islamique, le projet de loi sur la constitution révisée de la Commission africaine de l'aviation civile et le projet de loi sur la convention entre la République de Côte d'Ivoire et la République du Portugal. Objectif visé, éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu. Tous ces projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par les membres de la Commission des relations extérieures du Parlement. Les ministres des Affaires étrangères Albert Mabrito-Akeuze, de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou et des Transports Gaoussou Touré étaient venus défendre les différents projets. Sachez aussi que la Côte d'Ivoire va participer à la COP22, c'est au Maroc, à Marrakech, du 7 au 18 novembre, avec elle 194 autres pays et Cocody, puits de carbone d'Abidjan. C'est l'intitulé de l'ensemble des projets qui seront présentés par les autorités de la commune de Cocody, là-bas au Maroc, et leurs partenaires au sommet de la COP22. L'annonce de la participation de la Côte d'Ivoire a été faite à l'auditorium de la primature. Décembre 2015, Paris, la capitale française, est transformée en bastion de défense de l'environnement. La ville abrite la COP21 et devient le centre névralgique de réflexion pour la protection de l'environnement. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous. Le pays valide la feuille de route issue de l'accord de Paris pour la protection de l'environnement et s'engage à y prendre part. L'accent est mis sur le renforcement de la gouvernance climatique et environnementale. Le ministère de l'Environnement en fait son cheval de bataille. Ce vendredi, à la primature, le pays annonce à nouveau sa participation à la 22e conférence des partis à Marrakech et fait cas de ses attentes. La Côte d'Ivoire attend de cette COP22 une meilleure prise en compte d'initiatives portant, outre sur le secteur de l'énergie, mais également sur l'agriculture intelligente, face au climat et la gestion intégrée des déchets. L'une des attentes majeures de cette COP22 est effectivement la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de la feuille de route et surtout les facilitations pour bénéficier des fonds. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la COP22 qui s'ouvre bientôt à Marrakech sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de réaffirmer son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. Notre pays, la Côte d'Ivoire, sera présente à la COP22, représentée au plus haut niveau par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour y présenter sa feuille de route qui, je le rappelle, s'appuie sur son plan national de développement 2016-2020. En plus des négociations sur le climat auxquelles elle participera, la délégation ivoirienne présentera des projets structurants qui portent en eux notre aspiration à l'émergence, tout en démontrant le génie ivoirien. Au cours de cet événement, la Côte d'Ivoire favorisera le partage d'échanges au moyen d'un stand qui sera animé pendant 14 jours. Regard tourné vers la COP22, le pays se prépare à répondre efficacement au rendez-vous de Marrakech. Un reportage de Herman Guivet. De nombreuses femmes sont livrées à elles-mêmes après le décès de leur mari. Si plusieurs jettent l'éponge, d'autres relèvent le défi en se battant pour nourrir leur progéniture et cela à la sueur de leur front. C'est le cas de Dame Marie, une jeune dame de 38 ans qui fait du commerce de jus pour scolariser et nourrir ses 5 enfants. Pagasso Okoni est allé à sa rencontre. Sortir les jus de bissap, de mil, de fruits de passion, entre autres des 2 congélateurs qu'elle possède en vue de les commercialiser, c'est le quotidien de Marie, la trentaine révolue. Veuve et mère de 5 enfants, elle habite le quartier Sabirane QG dans la commune d'Abobo. Chaque jour, le scénario est le même. Aidée par l'une de ses filles, elle transporte les jus de la maison à sa charrette stationnée en bordure de route non loin de la cour. Des jus qu'elle se voit obligée de vendre en vue de s'occuper de ses enfants en classe de CP1, de CM1, de CM2 et de 5e. Mon mari est décédé. C'est ça que je vends. Je regarde mes enfants, je paie maison, je paie courant, je paie leur école. On mange dedans. Ils sont malades. C'est moi qui m'occupe d'eux.
La charrette à peine remplie que des clients se précipitent pour en acheter. 100 francs, c'est le prix d'une bouteille. Il faut parcourir tout le quartier et certains garages pour satisfaire sa clientèle. Marie est hélée de partout. Passants, restauratrices, vulgarisateurs, infirmiers, vendeurs de pièces auto, ferrailleurs, tous sont servis. Il y a beaucoup de monde ici, ce sont mes clients. Je suis pour 15 000. Des fois, il y a 2 000 qui restent, des fois, il y a 3 000 qui restent aussi. Chaque jour, on doit payer son yamoukou parce que c'est bon. Elle fait bien. Elle met vrai sucre dedans, elle ne met pas les sucres fabriqués d'une manière, quand tu bois, tu as mal au ventre, là, elle ne met pas dedans. Malgré les endroits parfois difficiles d'accès, Marie arrive à desservir sa clientèle. La femme là, elle est courageuse parce qu'il vient chaque fois, il passe ici et puis il attend que c'est un vieux, il travaille chaque jour pour qu'il va nourrir sa famille. Une femme qui perd son mari, vraiment, elle a trop de charges. Donc il faut aider ces personnes-là, voilà, les encourager. C'est pour cela qu'il achète ces jus. Satisfaite de son métier, Marie exhorte les femmes et les jeunes filles qui vivent la même situation qu'elle à ne pas baisser les bras. Les jeunes filles qui sont à la maison, ils n'ont qu'à s'élever, faire le travail. Ils peuvent vendre. Et les femmes, qu'elles là pour demander l'argent, ils déposent à 7 pour demander l'argent. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à chercher un commerce pour faire. Son souhait, voir son 3e congélateur réparé, mais aussi obtenir d'autres congélateurs en vue d'agrandir davantage son commerce pour le bonheur de ses enfants encore sur les bancs. Tous les 30 octobre, l'humanité tout entière est appelée à observer une minute d'acclamation à l'honneur de la vie. Journée de la vie oblige et ce vaste mouvement laisse libre cours à de nombreuses formes d'expression selon les cultures locales. Être en vie est un privilège et cela se fête. Vivons ces moments avec Malika Koulibaly. Elles sont en joie et ça se comprend. Nous sommes le 30 octobre, journée mondiale de la vie. Et pour elles, tout comme pour les initiateurs, célébrer la vie tient à montrer que nous sommes bel et bien vivants. La journée mondiale de la vie est cette année à sa 9e édition. Elle est créée par feu la révérende Ebo Carole Eli. Près de 3 ans après sa mort, ses convictions sont encore claires dans l'esprit de ses collaborateurs. La vie est le bien le plus précieux et en prendre conscience est un pas décisif qui peut apporter des changements, voire le développement, tant au niveau individuel que communautaire. C'est pourquoi les amis de la vie appellent en ce moment précis chacun à cette prise de conscience pour le bonheur des peuples. Et je vous souhaite bonne fête de la vie à tous, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Cette célébration est l'œuvre de l'ONG Les Amis de la Vie. Et tout le long de ce mois de novembre, elle compte faire des dons dans les hôpitaux, effectuer une visite aux prisonniers de la Maca et venir en soutien aux organisations qui œuvrent dans l'humanitaire et le social. Tout ceci pour célébrer la vie. Le Crédit Bail est méconnu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le Crédit Bail alors? Il finance les investissements d'équipement des entreprises. Pour vulgariser le Crédit Bail, International Finance Corporation mène une campagne de sensibilisation auprès des PME et PMI. Le Crédit Bail est un prêt fait à travers l'investissement d'équipement. Le Crédit Bail ne donne pas de la liquidité, mais il finance essentiellement les moyens de production et d'exploitation pour les PME, avec des conditions qui tiennent compte de la réalité de ces PME-là. Existant en Côte d'Ivoire depuis 1960, il est cependant méconnu, d'où sa vulgarisation, sa promotion auprès des très petites entreprises et industries, des petites et moyennes entreprises et industries. Au cours de l'année 2016, nous avons formé plus que 800 entreprises. L'objectif, c'est d'atteindre 1000 entreprises, 1000 PME, pour les former et en plus que ça, les préparer et les aider et les coacher à présenter des demandes de financement auprès des banquiers. Les entrepreneurs le trouvent avantageux pour eux. Dans le cadre du BTP, on vous dit, vous construisez et puis vous équipez. Et si vous n'avez pas ces possibilités,
c'est difficile. Or, avec le crédit bail, vous pouvez construire, vous pouvez aussi faire équiper et vous avez de l'avantage en tout cas. En 2013, en Côte d'Ivoire, des crédits bail à hauteur d'environ 55 milliards de francs CFA ont été émis. L'État de Côte d'Ivoire compte faire davantage pour le développement des entreprises. Et puis la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire veut relever le défi de la mobilisation des investisseurs ici même en Côte d'Ivoire. C'est en cela qu'elle a initié une rencontre à Grand Bassam pour travailler au toilettage des textes qui régissent son fonctionnement. Il faut bien que nous puissions faire appel à des investisseurs pour venir installer des usines de telle sorte que nos entreprises, justement, soient soutenues. Et c'est ça notre rôle. Voilà qui motive cette rencontre initiée par les nouveaux responsables de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. 2 jours pour repenser le fonctionnement de cette structure publique créée il y a 108 ans, avec à la clé l'élaboration de stratégies pour relever des défis majeurs dans un environnement économique de plus en plus compétitif. C'est d'accroître le service qui est fait aux entreprises à travers des modules que nous sommes en train d'élaborer pour permettre aux entreprises, en tout cas, de sentir l'appui que nous sommes censés leur apporter. Reprendre notre place d'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics dans le dialogue avec le secteur privé économique. La Chambre a connu un petit recul sur ce plan. Les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie ont l'ambition d'installer des représentations dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Cela pour mieux défendre les intérêts des opérateurs économiques des secteurs du commerce, de l'industrie, des services et être proche des acteurs de développement. Hors de chez nous, les dirigeants de la principale formation procurde de Turquie, le HDP, ont été placés en garde à vue. 11 parlementaires ont subi le même sort et selon leurs avocats, les autorités turques reprochent aux parlementaires d'avoir refusé de témoigner dans des dossiers liés à la propagande terroriste. Avec 59 députés, ce parti farouchement opposé au président Recep Tayyip Erdogan est la 3e force parlementaire du pays. Et puis les électeurs américains ont déjà commencé à voter pour le scrutin du 8 novembre, le early voting, le vote anticipé est autorisé dans 37 États, parmi eux la Caroline du Nord, un État qui peut balancer côté démocrate ou républicain comme on l'a vu en 2008 puis en 2012. On observe cette année un certain engouement en tout cas pour ce vote anticipé. Fin de ce journal, portez-vous bien.